Bonjour et bienvenue à ce webinaire qui est tenu dans le cadre du projet Contribuer à la santé des survivantes de violences conjugales dans les procédures en droit de la famille. Dans le cadre du webinaire aujourd'hui, nous allons nous entretenir du droit de la famille et violences conjugales, les obligations déontologiques des personnes œuvrant dans le système judiciaire. Peut-être changer de diapo, s'il vous plaît. Next slide. Alors, avant de commencer, je vais y aller avec une reconnaissance territoriale. Donc, veuillez penser aux terres traditionnelles sur lesquelles vous vous trouvez actuellement et joignez-vous à nous pour reconnaître et remercier les générations de peuples autochtones qui ont pris soin de ces terres et pour célébrer la force et l'esprit continu des peuples autochtones. Le travail en cours pour concrétiser la promesse de vérité et de réconciliation dans nos communautés, et en particulier pour rendre justice aux femmes et aux filles autochtones assassinées et disparues à travers le pays, devrait éclairer nos discussions dans ce webinaire et au-delà. Et je tiens peut-être à préciser que ce webinaire qui porte sur des questions déontologiques est vraiment intimement lié avec cette idée de reconnaissance là, des violences qui sont faites aux femmes et filles autochtones qui sont disparues, assassinées ou qui sont victimes de différentes formes de violence. Ça va être la prochaine diapo, s'il vous plaît. Next slide. Donc, avant de commencer, donc tous les participants sont en sourdine pendant le webinaire. Il y aura une période de questions à la fin du webinaire, environ une quinzaine de minutes, mais pendant la présentation, nous ne prendrons pas de questions. Il y aura un lien d'évaluation qui va apparaître là, dans la boîte de discussion que vous pourrez remplir une fois le webinaire terminé. Et une attestation de présence vous sera envoyée par courriel. Les diapositives sont affichées sur notre site web et il y a un code de conduite aussi là, qui va être affiché dans la boîte de discussion. Je tiens à dire que le webinaire est interprété en anglais et en français. Donc, si vous souhaitez là, avoir de la traduction, le webinaire se tiendra principalement en français. En fait, le webinaire sera en français, mais nous serons dans les deux langues pour la période de questions. Donc, vous avez simplement à aller cliquer là, sur la petite planète où c'est écrit interprétation et choisir la langue dans laquelle vous souhaitez écouter le webinaire. Et c'est la même chose là, pour les diapositives. Vous pouvez aller sélectionner soit le PowerPoint en français ou le PowerPoint en anglais pour suivre la présentation. Donc, je peux laisser quelques secondes là, s'il y en a qui souhaitent faire des petites manœuvres liées au tout. Sinon, nous pouvons continuer avec la prochaine diapo. En fait, on peut sauter celle-ci aussi. Donc, en fait, la présentation sera faite principalement par Daphné Béménard, qui est avec nous aujourd'hui et qui a travaillé avec nous dans ce projet pendant plusieurs mois et qui a rédigé, en fait, le sommaire de recherche sur lequel se base ce webinaire. Et donc, elle pourra, elle fera sa présentation basée sur ses recherches sur la déontologie et les acteurs dans le système de justice. Donc, on va présenter ses obligations, on va présenter les pratiques actuelles des juges et avocats en droit de la famille et les questions entourant les erreurs de droit et les manquements déontologiques. Et nous terminerons cette présentation avec quelques bonnes pratiques, quelques bonnes pratiques à mettre en œuvre dans un dossier impliquant de la violence conjugale. Et ensuite de ça, nous prendrons la période de questions. Donc, prochaine diapo, s'il vous plaît. Donc, avant d'entrer là, dans plus le détail là, de l'introduction, je tiens à dire que cette discussion-là est née d'une communauté de pratique avec des personnes qui viennent de différents milieux, à la fois de l'intervention des acteurs du système de justice, des avocates en droit de la famille, des personnes qui font des expertises en violence conjugale, des gens qui travaillent en protection de la jeunesse. Et nous avons eu différentes communautés de pratique, mais la question de la déontologie est souvent revenue. La déontologie pour toutes les personnes qui doivent être en lien avec des femmes victimes de violences conjugales. Donc, est-ce que, par exemple, comme psychothérapeute, comme psychologue, comme travailleuse sociale, quels sont les éléments qui relèvent de la déontologie professionnelle que l'on doit s'assurer en fait de respecter lorsqu'on est en lien avec une personne victime de violences conjugales. Et la même question s'est posée pour les personnes qui œuvrent dans le système de justice.
Et c'est vraiment de cette conversation qu'a émergé l'idée de faire un sommaire de recherche écrit qui est disponible sur le site du projet, ainsi de faire en fait le webinaire aujourd'hui, qui est une suite en fait, là, une suite et une mise à jour là, du sommaire qui est paru l'automne dernier. Mais c'était vraiment une question qui était commune. Pour aujourd'hui, on s'est concentré aux professions du milieu juridique, mais la question était quand même dans l'interaction entre toutes les différentes ordres professionnels. Notez que la présentation portera principalement sur les obligations déontologiques telles qu'elles existent au Québec, bien que vous verrez là, que, par exemple, pour les juges, c'est quelque chose qui est plus pan-canadien. Et il y a assurément des recoupements à faire là, entre les différentes provinces canadiennes sur les obligations déontologiques. Donc, un bref rappel, évidemment, il y a la modification de la loi sur le divorce qui prévoit maintenant les définitions de violence conjugale ou familiale. Et la question qu'on s'est posée, c'est sans formation, est-ce que les personnes qui interviennent dans le système de justice sont en mesure d'identifier les situations dans lesquelles les nouvelles dispositions législatives pourraient trouver application? Sont-elles suffisamment compétentes et formées pour gérer les dossiers impliquant de la violence conjugale? Donc, prochaine diapo. Et pourquoi est-ce que cet enjeu-là est important? Parce que les personnes qui interviennent dans le système de justice jouent un rôle clé dans le parcours, la prévention, la détection, les facteurs de risque en ce qui concerne les homicides intrafamiliaux ou toute forme de violence physique et psychologique qui pourrait découler des procédures judiciaires. Et pour offrir un bon service juridique, il faut être en mesure d'identifier toutes les questions de droit de la famille qui doivent être abordées, incluant toutes les questions qui pourraient découler de la violence conjugale. Et finalement, j'ajouterais peut-être un dernier point. Comme membre d'un ordre professionnel juridique, on est évidemment tenu à un code de déontologie qui nous oblige à prendre plus ou moins en considération ces questions. Et je vais laisser Daphné nous présenter comment et pourquoi dans les prochaines minutes. Merci, Dominique. On peut passer à la prochaine diapositive. Next slide. Donc, on va continuer avec cette première partie-là qui va se concentrer sur les obligations déontologiques, comme le disait Dominique, principalement là, des personnes qui œuvrent dans le système judiciaire au Québec. Donc, on va parler des personnes avocates, notaires, médiatrices familiales et juges au Québec, et surtout par rapport à la compétence et la formation, le dépistage de la violence conjugale pour ces personnes-là. Donc, prochaine diapositive, next slide, please. Merci. Donc, on débute avec les personnes avocates. Donc, il faut savoir qu'en vertu du Code de déontologie des avocats, il y a des obligations, des devoirs envers le client et aussi des devoirs qui sont liés au mandat, mais qui sont plutôt généraux. Donc, on va en voir quelques-uns. Les avocates doivent en tout temps agir dans le meilleur intérêt de leurs clients et ils ont à leur égard certains devoirs et obligations généraux en matière de compétences et de qualité des services rendus. Donc, l'avocat doit exercer ses activités professionnelles avec compétence. Et pour cela, il doit développer, évidemment, et tenir à jour également ses connaissances et ses habiletés. À cet effet, plus précisément, l'avocate a au Québec une obligation de formation continue qui consiste à compléter au moins 30 heures de formation admissible au cours d'une période de référence de 2 ans, dont 3 heures parmi ces 30 heures-là doivent concerner l'éthique et la déontologie ou la pratique professionnelle. Plus précisément, en ce qui concerne le mandat, l'avocat ou l'avocate doit toujours tenir compte des limites de sa compétence eu égard au domaine de droit concerné ou encore eu égard à la nature des activités professionnelles qui vont être requises, eu égard également au temps dont il ou elle dispose pour exécuter le mandat et de la possibilité de coopérer avec, par exemple, d'autres personnes, d'autres collègues, par exemple, au sein du même cabinet. S'il estime que les contraintes mettent en péril, par exemple, la qualité des services, il faut aviser le client et offrir des conseils sur comment on peut réaliser le mandat
pour que ce soit enfin une décision éclairée de la part du client qui accepte ou non le mandat suivant ces contraintes-là. Et si le mandat est entrepris malgré ces contraintes-là, on doit prendre des moyens raisonnables pour obtenir de l'assistance pour exécuter le mandat correctement. Et si finalement l'avocat ou l'avocate constate qu'il n'y a pas les compétences requises pour continuer d'exécuter le mandat, il doit cesser d'agir pour le ou la cliente. Prochaine diapositive, next slide. Donc, on comprend que au Québec, ce qu'on a vu, c'est assez général et il n'y a rien qui concerne spécifiquement la violence conjugale. Et donc, les avocats en droit de la famille n'ont aucune obligation professionnelle de suivre une formation en violence conjugale, ni de dépister systématiquement une situation de violence conjugale chez leurs clients-clientes. Donc, c'est ça, c'est plutôt général. Il n'y a rien de précis directement lié à la violence conjugale pour les avocats, avocates en droit de la famille. Par contre, ce qu'on a, c'est suivant, là, il y a eu un comité d'experts sur l'accompagnement des victimes d'agressions sexuelles et de violences conjugales qui a été mis sur pied au Québec et qui a rendu un rapport en 2020. Et il y a une des recommandations qui a été mise en œuvre, qui consistait à créer un bottin ou une banque qui liste tous les avocats, avocates spécialisés en matière de violence sexuelle et de violence conjugale au Québec. Donc, les avocats, avocates qui sont dans cette liste-là, le lien là, dans la diapositive, si vous voulez aller consulter la liste, ont suivi des formations générales en violence conjugale, une formation qui est financée par le ministère de la Justice du Québec et donc dispensée gratuitement pour ces avocats, avocates-là qui sont intéressés à suivre cette formation-là et qui sont par la suite listés dans ce bottin. Donc, quelqu'un, un client, une cliente, une personne victime de violence conjugale, n'importe qui recherche les services d'un avocat et qui veut, ou d'un avocate et qui souhaite avoir quelqu'un qui est spécialisé, par exemple, en violence conjugale, eh bien, il y a le bottin qui permet de trouver quelqu'un de disponible, idéalement dans sa région. Donc, c'est ce qui est en place, qui existe au Québec, malgré qu'il n'y a pas d'obligation, comme je vous disais, pour les avocats, avocates. Prochaine diapositive, next slide. Maintenant, on va parler des notaires. C'est une particularité au Québec. Les notaires peuvent aussi agir auprès des couples en séparation en les accompagnant à travers quelques étapes du processus judiciaire, donc pour, par exemple, la pension alimentaire, la garde des enfants ou la préparation du projet d'accord. Et sous certaines conditions, un ou une notaire peut aussi représenter les conjoints devant le tribunal. C'est plutôt exceptionnel. Habituellement, c'est les avocats qui font ce genre de mandat-là, mais c'est une possibilité et certains notaires le font, quoique, comme je disais, c'est un peu plus marginal, mais ça existe. Donc, on en parle aujourd'hui. Encore une fois, en vertu du code de déontologie des notaires, c'est des obligations qui sont plutôt générales, des obligations de compétences, de formation, donc de mettre à jour ses connaissances, de se tenir au courant des développements dans les domaines dans lesquels on exerce sa profession, maintenir sa compétence à jour dans ces domaines. Et encore une fois, comme l'avocat, il n'y a pas d'obligation déontologique spécifique qui concerne la formation ou le dépistage en lien avec la violence conjugale, malheureusement. Prochaine diapositive, next slide. Maintenant, on va parler rapidement de la médiation familiale. Au Québec, les médiateurs et les médiatrices familiaux proviennent de différentes professions. Donc, ça peut être autant des avocats, des notaires, mais ça peut aussi être des travailleurs sociaux, des thérapeutes conjugaux, des psychologues, des psychoéducateurs, des conseillers en orientation, etc. Donc, chacun se doit de respecter son propre code de déontologie et les meilleures pratiques reliées à sa profession. Et puisque les codes de déontologie des divers groupes ne comportent pas nécessairement de dispositions s'appliquant spécifiquement au contexte de la violence
de la médiation conjugale et de la violence conjugale. Donc, il y a ce qu'on appelle le Comité des organismes accréditeurs en médiation familiale, COAMF, qui a décidé qui a jugé bon d'établir des normes de pratique communes pour assurer un certain niveau, un certain standard en termes de qualité des services rendus en termes de médiation familiale au Québec. Et ces normes-là se retrouvent au guide, on a mis le lien, le guide des normes de pratique en médiation familiale, qui comporte une section complète sur la violence conjugale et les obligations et devoirs du médiateur familial en présence de violences conjugales. Par contre, il faut noter que le guide des normes de pratique, ça n'a pas force de loi, c'est pas un règlement ou une loi qui a été adoptée par l'Assemblée nationale, comme par exemple les codes de déontologie dont on a parlé, mais c'est plutôt une forme d'autoréglementation spécifique au secteur de la médiation familiale. Mais ce qui est intéressant, comme je vous dis, c'est que ce guide-là a une section complète sur la violence conjugale, donc c'est donc très précis. Prochaine diapositive, next slide. Le guide, comme je vous dis, il est intéressant, il est très précis et ça nous indique qu'il y a un principe directeur qui doit être maintenu tout au long du dossier, qui assure le bon suivi du dossier. Ce principe-là, c'est d'assurer la sécurité physique et psychologique des personnes tout au long du dossier. Donc, ça, c'est le principe directeur en vertu duquel les médiateurs, médiatrices familiaux devraient agir. Et il y a également l'idée d'agir avec compétence, et c'est précisé que en ce qui concerne les enjeux de la violence conjugale, d'agir avec compétence, ça comprend la capacité d'identifier la problématique et l'intervention appropriée. Et le médiateur doit aussi suspendre ou mettre un terme à la médiation si une situation de violence conjugale persiste et que la personne qui abuse ou celle qui est abusée ne peut négocier face à face dans le respect. Donc, on doit à ce moment-là mettre un terme à la médiation. Donc, ça, c'est en ce qui concerne la compétence du médiateur familial. Et il y a aussi des précisions en ce qui concerne le dépistage. Il est prévu que le médiateur familial doit connaître 2 outils ou moyens appropriés pour reconnaître et distinguer la violence conjugale de d'autres stratégies ou de d'autres conflits intrafamiliaux. Et dans chaque nouveau dossier de médiation familiale, le médiateur doit prendre les moyens pour justement différencier la dynamique auquel il est confronté, entre autres la violence conjugale. Et c'est aussi précisé que le dépistage doit se faire non seulement à chaque nouveau dossier, mais doit se faire en continu tout au long du processus de médiation familiale. Donc ça, c'est bien intéressant. Prochaine diapositive, next slide. Pardon. Donc, comme je vous disais, ça, c'est un guide qui est de l'autoréglementation, si je peux dire. Donc, ce n'est pas une loi ou un règlement, comme je vous disais, mais on a également, en vertu du règlement sur la médiation familiale, qui, au Québec, encadre les conditions d'accréditation, de supervision et de tarification en médiation familiale subventionnée par le gouvernement. Ce règlement-là prévoit que les médiateurs, médiatrices familiaux ont l'obligation d'obtenir une accréditation qui comporte une formation incluant au moins 6 heures de sensibilisation à la problématique de la violence intrafamiliale, particulièrement la violence conjugale. Donc, c'est prévu dans le règlement sur la médiation familiale et on a également au Code de procédure civile, précisément l'article 417, la possibilité pour une personne qui confirme qu'elle s'est présentée à un service d'aide aux personnes victimes reconnues par le ministère de la Justice, en invoquant être une personne victime de violence conjugale, cette personne-là peut être exemptée de participer au Québec, il y a une séance d'information sur la médiation familiale qui est obligatoire pour toutes les personnes qui souhaitent faire affaire au système de justice. On a une obligation de s'informer sur la possibilité de la médiation familiale.
Mais si on invoque avoir été victime de violence conjugale, on est exempté de cette obligation-là. Donc, c'est intéressant. Prochaine diapositive. Next slide. Merci. On passe maintenant aux juges, qui sont évidemment des acteurs, actrices très importants du système judiciaire. En vertu du Code de déontologie de la magistrature et du Code de déontologie des juges municipaux au Québec, de manière générale, un ou une juge a l'obligation de maintenir sa compétence professionnelle, doit de façon manifeste être impartial et objectif, et le juge doit aussi préserver l'intégrité et défendre l'indépendance de la magistrature dans l'intérêt supérieur de la justice et de la société. C'est ajouté récemment au Québec, et ça, c'est dans le cadre de la création du tribunal spécialisé en violences sexuelles et en violences conjugales, c'est ajouté l'obligation de suivre un nouveau programme de perfectionnement en matière de violences sexuelles et de violences conjugales pour toute personne qui se porte candidate à la fonction de juge ou de juge de paix magistrat. Donc, on comprend que ça ne concerne que les nouveaux juges, donc les personnes qui se portent candidates, s'engagent à suivre, si elles sont nommées par la suite, s'engagent à suivre le programme de perfectionnement. Donc, ça ne concerne que les nouveaux juges, mais ce qui est intéressant, c'est que ça ne se limite pas à cette nouvelle division spécialisée en matière de violences sexuelles et de violences conjugales. Donc, c'est pour toutes les personnes qui se portent candidates à la fonction de juge ou de juge de paix magistrat et pas seulement ceux qui souhaitent siéger dans ce nouveau tribunal spécialisé. Prochaine diapositive, next slide. En ce qui concerne les juges également, on a au niveau fédéral, vous en avez peut-être entendu parler, mais la semaine dernière, donc c'est très, très récent, le projet de loi C-233 a été adopté le 19 avril dernier, donc je pense que c'est mercredi passé, la loi de Kéra, donc qui prévoit, il y a une modification qui est apportée à la loi sur les juges, la loi fédérale, pour prévoir la tenue de formations sur des questions liées à la violence entre les partenaires intimes et au contrôle coercitif dans les relations intimes et familiales. Donc, ça, c'est ce qui concerne les juges fédéraux. Par contre, au projet de loi, c'est pas... il y a un article, l'article 63B, n'a pas été modifié en conséquence pour prévoir que les formations devraient aborder aussi les interdits concernant la preuve ainsi que les mythes et stéréotypes associés aux personnes qui portent plainte pour violences conjugales. C'était prévu pour les violences sexuelles, mais ça n'a pas été, à ma connaissance, ça n'a pas été ajusté pour cette nouvelle formation-là en violence conjugale, malheureusement. Ni l'article 3B qui prévoit les conditions de nomination, c'est pas tout à fait clairement lié à cette nouvelle formation-là. Donc, voilà. Mais c'est récent, c'est nouveau et c'est vraiment porteur là, pour les juges fédéraux. C'est super important. Prochaine diapositive, next slide. Oui, donc, là, ce qu'on a parlé davantage pour les juges, c'était la formation. En ce qui concerne le dépistage, il n'y a pas d'obligation formelle de dépister systématiquement une situation de violence conjugale pour chaque justiciable qui se présente devant un ou une juge. Par contre, au Québec, en contexte de litige familial, il y a l'article 420 du Code de procédure civile qui prévoit que lorsqu'un tribunal envisage la possibilité de suspendre l'instance ou d'ajourner l'instruction pour permettre aux parties d'entreprendre une médiation familiale, à ce moment-là, le tribunal doit prendre en considération, entre autres, l'existence ou non d'une situation de violence conjugale avant de transférer en médiation. Donc, il y a cette obligation-là à ce moment-là, mais pas en tout temps. Donc, prochaine diapositive, next slide. Finalement, certains autres intervenants, donc d'autres personnes qui gravitent dans le système de justice, je vous ai parlé tantôt de la création du tribunal spécialisé en violences sexuelles et violences conjugales au Québec.
et que dans ce cadre-là, il y avait eu l'ajout de la formation pour les juges, mais il y a aussi l'ajout d'une formation continue sur les réalités relatives à la violence sexuelle et à la violence conjugale pour les personnes susceptibles d'intervenir dans ce tribunal spécialisé-là. Donc, on parle des avocats de la défense, des procureurs, des greffiers, greffières, tout le personnel de la cour, les interprètes également qui peuvent se trouver au tribunal, les enquêteurs et les policiers, et aussi les intervenants psychosociaux et les travailleurs sociaux qui peuvent intervenir également dans ce tribunal. Donc, au contraire de ce qu'on a vu tantôt par rapport aux juges, cette formation-là pour les autres intervenants ne concerne que les personnes qui vont être susceptibles d'intervenir dans cette nouvelle division-là de la Chambre criminelle et pénale. Et donc, vous comprendrez que ce n'est pas des intervenants nécessairement en droit de la famille qui sont visés par cette nouvelle loi-là, puisque, comme je dis, c'est une division de la Chambre criminelle et pénale, donc plus des acteurs liés au système criminel et pénal et pas nécessairement liés au système de droit de la famille. Prochaine diapositive, next slide. Donc, ce qu'on constate, si on fait une petite conclusion de tout ce qu'on a vu par rapport aux différents acteurs judiciaires, il est possible de constater que les avocats et les notaires n'ont pas d'obligation, ils ont seulement des obligations générales en matière de compétences et de formation. Ce n'est pas précis ni spécifiquement lié à la violence conjugale, tandis que désormais, les juges vont bénéficier d'une formation obligatoire en matière de violence sexuelle et conjugale. Les médiateurs familiaux, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a la formation dont on a vu là, qui fait partie de l'accréditation, la formation obligatoire, et il y a également les normes de pratique qui étaient des lignes directrices, mais qui étaient très concrètes, très précises lorsque venait le temps de dépister la violence conjugale puis de piloter un dossier impliquant de la violence conjugale. Donc, ce sont des lignes directrices, je pense, qui peuvent être inspirantes, desquelles on peut s'inspirer pour les autres professions, donc possiblement, éventuellement, les avocats et les notaires. Donc, ça, c'était ce qui est prévu dans les textes, mais là, on va voir en pratique comment ça se passe. Donc, prochaine diapositive, next slide. Dans cette deuxième partie, on va plutôt se demander quelles sont les pratiques qui sont actuellement mises en œuvre en matière de formation et de dépistage par les acteurs du système judiciaire. Prochaine diapositive, next slide. On va surtout, en fait, il n'y a pas énormément de données, là, surtout en fait au niveau du Québec. Donc, on a plutôt des données canadiennes et ça porte principalement sur les juges et les avocats en droit de la famille, donc pas nécessairement sur les autres intervenants. Mais c'est les données qu'on a. Donc, premièrement, on a en 2016 un sondage national qui a été mené auprès des praticiennes, des praticiens, des juges en droit de la famille, afin de mieux comprendre certains aspects de leur pratique. Dans ce sondage-là, on apprend que plus des 2/3 des avocats, donc 69%, ont déclaré qu'ils ou elles procèdent souvent ou presque toujours au dépistage de la violence conjugale, comparativement à près de la moitié des juges. Donc, il y a un certain dépistage qui est fait, mais ce n'est pas pour tous les avocats, avocates, et encore moins, en fait, donc on constate que ça se fait moins chez les juges que chez les avocats, avocates. Plus la moitié des avocats, avocates, 53%, ont déclaré ne jamais utiliser de mesures ou d'instruments standardisés pour dépister la violence conjugale et 25% l'ont rarement fait. Donc, si on cumule, là, il y a un 75% d'avocats, avocates qui n'utilisent pas un instrument standardisé systématiquement. Donc, j'imagine que ça se fait plus ou moins de manière intuitive, organique, si on constate certains faits au dossier ou certaines choses que le client ou la cliente nous dit, peut-être que là, il va y avoir des drapeaux qui se lèvent, mais il n'y a pas utilisation d'un outil standardisé à chaque fois. Donc, voilà, ça, c'était pour l'outil standardisé. Et finalement, ce sondage-là nous apprend qu'en moyenne, les avocats, avocates ont déclaré que la violence conjugale est un problème dans 21%
21,7 de leurs dossiers et les juges, 25,3 de leurs dossiers. Donc, entre 1 sur 5 dossiers et 1 sur 4 dossiers. Donc, c'est quand même un volume important, je pense, qui devrait justement là, être à se dire que s'il y a un volume autant important, il faut qu'il y ait une utilisation constante, un dépistage constant avec un instrument standardisé pour dépister la violence conjugale chez les avocats et les juges, évidemment peut-être chez les autres acteurs également. Prochaine diapositive, next slide. On a une autre recherche qui a été menée, cette fois-là en Colombie-Britannique, et c'est plus récent. Ça portait spécifiquement sur la question de la violence conjugale au sein du système de justice familiale. Et il y a une partie de cette recherche-là qui a été de sonder des avocats spécialisés en droit de la famille pour comprendre justement leur expérience en ce qui concerne l'ajout à la Family Law Act de la considération spécifique de la violence conjugale dans les dossiers en droit de la famille. Donc, comment cet ajout-là à la loi a eu un impact ou non sur leur pratique. Et là, on constate qu'évidemment, ce n'est pas un grand nombre de personnes qui ont été sondées, mais sur les 18 avocats sondés, avocats-avocates, à savoir si il ou elle avait reçu une formation sur la violence conjugale, 8 sur 18, donc 44 ont répondu ne pas avoir reçu de formation spécifique sur la violence conjugale, et ce, malgré l'inclusion, comme je vous disais, de la considération spécifique de la violence conjugale dans la Family Law Act. Donc, on peut se poser des questions à savoir si on n'a pas de formation, est-ce qu'on peut bien mettre en œuvre ces dispositions-là? Je pense que c'est important. Donc, prochaine diapositive, next slide, s'il vous plaît. Il ressortait de ces données, donc là, clairement, un manque de, comme je disais, de formation des avocats, avocates et des juges en droit de la famille, et aussi un manque au niveau du dépistage systématique par un instrument standardisé. Mais au-delà de ces compétences techniques-là sur les situations de violence conjugale, il y avait aussi l'aspect du manque de savoir-être au niveau des avocats, avocates en droit de la famille, donc sur comment bien accompagner juridiquement des personnes victimes de violences conjugales. Parce que dans cette étude-là, il y a aussi eu des focus groups qui ont été menées, des entrevues auprès de survivantes de violences conjugales qui étaient aussi justiciables en droit de la famille, donc des survivantes qui avaient passé au travers du système de justice en droit de la famille, et on leur avait demandé quelles étaient leurs relations avec leur avocate. Et malheureusement, il y a eu beaucoup de femmes qui parlaient, entre autres, des expériences négatives qu'elles avaient vécues avec leur avocate. Et ce qui revenait le plus souvent, c'était cette idée-là de se sentir pressée par son avocate, de ne pas se sentir qu'on est pris au sérieux, de penser aussi que son avocat ou son avocate n'est pas une bonne personne à qui on peut se confier, et que ce n'est pas une personne à qui on se sent à l'aise de partager cette expérience-là en toute sécurité. Donc, ça souligne l'importance aussi du savoir-être pour les avocats-avocates. Prochaine diapositive, next slide, oui. Ce rapport-là est intéressant parce qu'il soulignait aussi l'importance de la formation des acteurs judiciaires, notamment afin de déconstruire aussi les mythes et préjugés sur les femmes victimes de violences conjugales, parce que ces mythes-là et préjugés font souvent en sorte que dans le système judiciaire, on ignore un peu les expériences de violence vécues par les femmes parce qu'on s'appuie justement sur ces mythes et stéréotypes-là. Et évidemment, c'est nécessaire de les déconstruire également pour restaurer la confiance du public, surtout des survivantes de violences sexuelles et conjugales, envers le système de justice. Et donc, en droit, je rappelle que un raisonnement basé sur un ou des mythes stéréotypes condamnés
est un raisonnement erroné, donc ça peut mener à une erreur de droit, mais on se demande aussi si ça devrait constituer une faute déontologique. Donc, en ce qui concerne l'erreur de droit, là, plus précisément, un juge commet une erreur de droit quand il adopte un raisonnement conjectural et stéréotypé qui concerne le comportement des victimes de violences conjugales et que ce raisonnement-là a une incidence significative sur l'analyse de la preuve et sur le verdict. Donc, il faut savoir qu'en matière de violence conjugale, le seul mythe et stéréotype condamné pour l'instant par le système de justice, à notre connaissance, c'est le mythe qui concerne, comme je disais, le comportement d'une victime attendue de violence conjugale. Donc, ce mythe-là, selon lequel une femme qui continue d'entretenir une relation avec son agresseur ne serait pas réellement victime de violence conjugale. Donc, une femme devrait rapidement et facilement quitter un conjoint violent et ne jamais reprendre contact avec lui. C'est un mythe qui est condamné en droit canadien depuis la décision R contre Lavallée de la Cour suprême du Canada. Et donc, si c'est une erreur de droit, est-ce que de tenir des propos comme ça ne pourrait pas également être une faute déontologique? Pour le juge, le critère, c'est de savoir si la confiance de la personne raisonnablement informée qui se présente devant le tribunal, est-ce qu'elle est atteinte? Est-ce qu'il y a une atteinte à l'honnêteté, à l'intégrité, à l'impartialité du juge? Donc, c'est un peu le critère et possiblement que ça pourrait être soutenu, un argument pourrait être soutenu en ce qui concerne la violence conjugale et ce stéréotype-là qui est condamné. Donc, si de tels propos peuvent être une erreur de droit, ça devrait également être une faute déontologique parce que ça peut porter atteinte, comme je disais, à l'apparence d'impartialité de la magistrature et ébranler la confiance du public envers l'institution judiciaire. Par contre, à notre connaissance, ça n'a jamais été l'objet d'une décision judiciaire en déontologie ou en discipline là, pour un magistrat. Et donc, il n'y a pas eu de décision concernant ça. Ça n'a jamais été décidé. Et ce qu'il faut savoir aussi, c'est que ce mythe-là du comportement normal de la victime de violence conjugale est un mythe qui est beaucoup plus propice à former un raisonnement juridique en droit criminel plutôt qu'en droit de la famille. Donc, il devrait évidemment possiblement avoir d'autres mythes et stéréotypes, dont ceux qui sont soulevés par Rimac et Hawkins dans le rapport que je parlais tout à l'heure de 2021. D'autres mythes, comme par exemple celui voulant que les femmes exagèrent la violence dont elles sont victimes, ou encore celui voulant que les femmes qui plaident qu'un père ne devrait pas avoir droit à un temps parental le font simplement par vengeance. Ces mythes-là qui sont justement beaucoup plus propices à soutenir un raisonnement en droit de la famille devraient également être condamnés en droit canadien et spécifiquement justement dans le système judiciaire de la famille. Pour l'avocat, ça devrait être aussi le même principe. Donc, si ça peut constituer une erreur de droit, est-ce que ça ne pourrait pas aussi être une faute déontologique, par exemple, pour un avocat de plaider, de mener un interrogatoire en ou un contre-interrogatoire en perpétuant ces mythes et stéréotypes-là? Encore une fois, si l'avocat est tenu d'agir au service de la justice, de ne pas porter préjudice à l'administration de la justice, favoriser un lien de confiance entre le public et l'administration de la justice, on pense qu'évidemment, ça devrait aussi être une faute pour l'avocat de soutenir de tels mythes et préjugés, par exemple, dans une plaidoirie, laquelle peut
être à la base par la suite du raisonnement du juge. Donc, évidemment, ça non plus, ça n'a pas été question d'un jugement en discipline ou en déontologie qui aurait été rendu contre un avocat par rapport à ces mythes-là en violence conjugale, mais c'est des questions qui sont importantes et qui on pense, devraient faire l'objet de plus de recherches pour éventuellement que ce soit un sujet qui soit un peu plus développé. Maintenant, prochaine diapositive, next slide. On va passer finalement à la dernière partie de la présentation sur les bonnes pratiques à mettre en œuvre dans un dossier impliquant de la violence conjugale pour les acteurs du système de justice. Donc, en attendant plus de réformes législatives pour mieux prendre en compte la violence conjugale dans le système judiciaire, comme la formation obligatoire, évidemment qu'on encourage les juristes à être proactifs puis à s'informer eux-mêmes sur cet enjeu-là. Et on va voir, il y a plein d'outils qui existent. On va en soulever quelques-uns, mais il y en a évidemment beaucoup d'autres. Et évidemment, il faut aussi noter que les pratiques qu'on présente ici doivent être adaptées à chaque situation, à chaque dossier. Donc, voilà. Premières étapes. Merci pour la diapositive. Donc, s'informer sur la violence conjugale, déconstruire les préjugés, croire les victimes de violences conjugales et développer un savoir-être. On a mis la trousse d'informations qui a été développée par l'INSPQ, qui est un bon point de départ pour toute personne peu informée, plus profane en matière de violence conjugale. Et cette trousse d'informations-là présente justement les mythes et stéréotypes à déconstruire en lien avec la violence conjugale, mais aussi les facteurs de risque, les conséquences de la violence conjugale, plusieurs statistiques sur le sujet. Donc, c'est vraiment un bel outil facile à consulter qui est disponible en ligne. On rappelle aussi que la première étape, c'est de croire aussi, de prendre le temps d'écouter les personnes victimes et que pour ça, il n'y a pas besoin d'avoir nécessairement de modification là, aux lois du droit de la famille. Il faut comprendre que le processus judiciaire peut entraîner chez une victime de violence conjugale de nombreux comportements ou conséquences. Donc, ça peut être de la victimisation secondaire, ça peut être le fait de vivre beaucoup de peur liée au fait d'être en contact avec son agresseur, notamment au palais de justice. Ça peut être une volonté de vouloir protéger ses enfants d'agresseurs. Donc, ça peut être plein d'autres choses. Et tout ça, ça nécessite de l'écoute, de l'empathie. Et il faut, en tant qu'avocat, avocate, développer, puis pour les autres acteurs aussi, les juges, les médiateurs, tout ça, ça prend des compétences interpersonnelles qu'il faut cultiver. Et on a mis également un guide qui a été publié récemment par le Barreau du Québec. Ce guide-là se limite par contre au contexte de l'interrogatoire et du contre-interrogatoire, mais est super intéressant parce qu'il présente justement les meilleures pratiques préconisées en lien autant avec le savoir-faire que le savoir-être de l'avocat en ce qui concerne l'interrogatoire et le contre-interrogatoire, qui, on le sait, sont des moments qui peuvent être assez difficiles pour une personne victime de violence conjugale dans le processus judiciaire. Donc, il y a le guide qui a été publié par le Barreau du Québec. Prochaine diapositive, next slide. Ensuite, ce qui est important, évidemment, c'est de dépister la présence possible de violence conjugale à chaque dossier. On sait que les clientes ou les clients ne vont pas nécessairement révéler d'entrée de jeu qu'elles ont été ou qu'elles sont toujours victimes de violences conjugales. On en a parlé. Ça peut être tout simplement parce qu'on ne se sent pas à l'aise avec son avocat-avocate, mais ça peut être aussi une peur, une crainte des conséquences, un fort sentiment de honte qui est lié souvent avec le fait d'être une victime de violence conjugale. Donc, les personnes ne vont pas nécessairement le divulguer. C'est pour ça qu'il est recommandé, qu'il est nécessaire de dépister chaque nouveau client, chaque nouvelle cliente
selon une approche en 2 étapes. Premièrement, un premier outil qui est plus court, qui est à utiliser systématiquement pour identifier plus rapidement ce qu'on pourrait appeler des drapeaux rouges ou des indices qui pourraient révéler la présence de violences conjugales dans un dossier. Et si ça s'avère qu'il y a des indices, il y a des drapeaux rouges ou que la cliente a révélé directement vivre la violence conjugale, bien, on procède avec le second outil qui est plus long, plus précis pour vraiment bien comprendre l'ensemble de la situation puis savoir à quoi on fait face. Évidemment, le dépistage devrait être administré en personne dans un environnement confidentiel et sécuritaire et ça doit être évidemment effectué lors de la rencontre initiale, mais comme on l'a vu là, dans le guide de pratique des médiateurs familiaux, le processus de dépistage devrait être perçu comme un processus continu qui a cours tout au long du dossier parce que, évidemment, il va y avoir des changements dans la situation de la cliente au niveau des facteurs de risque, au niveau de la dangerosité de la situation. Donc, tout ça, c'est en évolution et il faut continuer de dépister tout au long du dossier puis de réévaluer le dossier régulièrement. Il y a de nombreux outils qui ont été développés pour aider à dépister une situation de violence conjugale. On vous a mis ici l'outil qui est présenté en annexe B du rapport What You Don't Know Can Hurt You, The Importance of Family Violence Screening Tools for Family Law Practitioners, qui est super précis. Donc, on vous invite à aller le consulter. Prochaine diapo, next slide. Et finalement, il y a une autre dernière bonne pratique qui consiste à aussi vérifier le plumitif et l'existence de d'autres procédures civiles ou criminelles ou devant un tribunal de la jeunesse pour vraiment avoir une image complète de la situation, de ce qui se passe devant les tribunaux. Prochaine diapositive, next slide. Finalement, en fait, non, pas finalement, désolée. Si une situation de violence conjugale est dépistée, il faut par la suite évaluer le risque de dangerosité et prévoir en conséquence un plan pour la sécurité des victimes. Donc, il y a d'autres outils qui permettent de déterminer le risque de dangerosité et on le rappelle, on en a parlé rapidement en introduction, mais le contexte de rupture est un des 2 facteurs de risque les mieux établis par la littérature scientifique, l'autre étant les antécédents de violence conjugale. Donc, dans un contexte de séparation, les femmes sont plus à risque, que ce soit d'homicide, de blessures graves, de violences psychologiques, etc. Donc, c'est un moment particulier, ce contexte de séparation-là. Et donc, le risque de dangerosité doit être pris en considération et il y a des outils juridiques qui peuvent être mis en place pour sécuriser un peu plus la famille. On a premièrement l'ordonnance de protection en matière civile avec l'article 509 du Code de procédure civile. On a l'engagement de ne pas troubler l'ordre public avec l'article 810 du Code criminel. En ce qui concerne le temps parental, on sait que le temps partagé, là, la garde partagée, c'est ce qui est souvent priorisé en droit de la famille, mais il faut remettre en question la possibilité que le parent agresseur soit un bon parent, et ce, dans le meilleur intérêt de l'enfant. Rappelons que l'exposition à la violence conjugale ou familiale, c'est un cas de mauvais traitement psychologique qui compromet la sécurité ou le développement d'un enfant au sens de l'article 38 de la loi sur la protection de la jeunesse. Donc, d'envisager la possibilité d'une garde exclusive si on sent que c'est nécessaire dans l'intérêt de l'enfant. Il faut aussi envisager la possibilité de demander la supervision des droits d'accès, donc soit des échanges de garde supervisés ou des visites supervisées pour offrir un milieu sécuritaire et neutre pour l'enfant et ou le parent. On a ensuite le protocole ISA qui signifie installation d'un système d'alarme. Ça peut être envisagé. Le principe, c'est tout simple, c'est d'augmenter
le sentiment de sécurité des femmes, la sécurité physique des femmes victimes de violences conjugales en offrant un accès gratuit à un système d'alarme. Par contre, ce système-là, sachez qu'il n'est pas offert dans toutes les régions du Québec et il y a certains critères spécifiques qui doivent être respectés pour pouvoir en bénéficier, mais ça peut être pertinent dans certaines situations si les critères sont respectés et qu'on est dans la bonne région. Donc, à savoir, finalement, on tenait à rappeler la possibilité pour de nombreux professionnels, dont les avocats, avocates et les notaires, de briser leur secret professionnel ou la confidentialité d'un dossier pour prévenir un acte de violence, dont un suicide, lorsqu'il y a un danger immédiat. En fait, ce n'est pas immédiat, c'est imminent, de mort ou de blessure grave pour une personne ou un groupe de personnes. Donc, c'est une possibilité qui existe et on tenait aussi à la rappeler. Prochaine diapositive, next slide. Finalement, se référer à des organismes spécialisés. Donc, on sait, on parle des acteurs judiciaires depuis tantôt, mais on comprend que ces acteurs-là ont une expertise en matière de droit et je veux dire, leurs compétences se limitent quand même à cette sphère d'action-là et ce ne sont pas des travailleurs sociaux, mais il existe de nombreux organismes spécialisés qui peuvent, soit dans le fond, on peut référer les victimes, les clients, que ce soit l'agresseur ou une victime, on peut les référer à ces organismes spécialisés-là en violence conjugale. Ou on peut aussi, en tant que juriste, se référer nous-mêmes à ces ressources-là si on veut avoir plus d'informations ou d'autres pistes de réflexion sur justement comment bien accompagner nos clients-clientes dans cette situation-là. Et là, on vous en a mis quelques-uns. Évidemment, SOS Violence conjugale, qui est une ligne téléphonique qui offre de l'écoute, un soutien psychologique, de l'intervention immédiate et un service de référence aux maisons d'hébergement. Les CAVAC, bien connus, qui sont présents dans toutes les régions du Québec, qui donnent accès à des professionnels formés en intervention pour les victimes d'actes criminels. On a les maisons d'hébergement, le regroupement des maisons pour femmes victimes de violences conjugales et également la Fédération des maisons d'hébergement pour femmes qui offre des services d'hébergement pour les femmes victimes de violences conjugales. Finalement, À cœur d'homme, qui offre des services d'intervention et de suivi pour aider plutôt les conjoints, cette fois-là, et les pères qui ont des comportements violents à se responsabiliser et à tenter de changer leur comportement. Donc, il y a plein d'organismes. Il y a aussi probablement dans chaque région d'autres organismes spécifiques à ces régions-là. Et c'est possible de tenter de se construire un petit réseau avec ces personnes ressources-là pour mieux faire le pont, par exemple, entre les ressources et nos clients. Donc, ça peut être important. Prochaine diapositive, next slide. Finalement, on vous a mis une liste. Ça, c'est encore une fois d'autres outils qui nous permettent de mieux comprendre la violence conjugale, de mieux s'outiller en ce qui concerne précisément la pratique du droit de la famille en contexte de violence conjugale. Donc, on a le Help Toolkit, A Lawyer's Guide to Keeping Women and Children Safe in BC's Family Law System, Best Practices for Representing Clients in Family Violence Cases, Advice for the Family Law Practitioner Representing a Woman Leaving an Abusive Relationship. Donc, tous des outils disponibles, vous cliquez sur les liens qui peuvent aider à bien comprendre, à mieux comprendre ces situations-là, à développer nos compétences. Et je rappelle, on en a parlé au début, au Québec, il existe une formation gratuite sur les violences conjugales et post-séparation qui est offerte aux juristes et professionnels intéressés à développer leur savoir-être, des stratégies pour mieux accueillir et accompagner les personnes victimes dans leur démarche juridique. Donc, ça vaut la peine de s'informer pour cette formation-là. Next slide, prochaine diapositive. Finalement, dans le cadre du présent projet de recherche, qui, vous savez, le projet contribue à la santé des survivantes en violence conjugale dans les procédures en droit de la famille, le projet se poursuit, mais devient From Awareness to Action, qui, l'objectif de la suite du projet, c'est de développer
un guide canadien qui serait en ligne, qui va être numérique, qui va permettre d'aider à identifier les différentes formes de violence conjugale, aussi à décrire l'impact de cette violence-là sur les survivantes et leurs enfants, et aussi finalement d'élaborer justement des plans parentaux qui tiennent compte de ces impacts-là, qui traitent des risques et qui assurent la sécurité des familles. Donc, un autre outil à être développé qui va permettre d'accompagner les différentes personnes, dont les juristes, dans leur pratique professionnelle. Prochaine diapositive, next slide. On arrive à la conclusion. Est-ce que, Dominique, tu veux conclure ou je termine? Oui, je suis de retour. Je m'excuse le temps que je réouvre caméra et micro. Je vais seulement dire un bref mot de conclusion puisque le temps avance. On veut laisser une petite période de questions. Donc, oui, les réformes législatives ont aidé à mieux comprendre et aident à mieux comprendre la violence conjugale en droit de la famille. Mais encore au Québec, là, il y a certains domaines là, de la réforme sur la famille qui n'ont pas encore pris en considération la violence conjugale comme c'est réclamé. Pour une mise en œuvre efficace des nouvelles dispositions, il faut accroître la formation de toutes les personnes au sein du système de justice. Donc, parce que les avocats québécois en droit de la famille ne sont pas tenus de suivre une formation en violence conjugale ni de dépister systématiquement chaque dossier, ce qu'on considère qui devrait être le cas. Donc, on doit continuer à réfléchir à la formation et la sensibilisation, surtout pour éviter les raisonnements juridiques basés sur des mythes ou préjugés en violence conjugale et entacher le processus dans les décisions d'erreurs de droit ou de possibles fautes déontologiques. Et finalement, ben, comme le dit déjà si bien Daphné dans les minutes qui précèdent, la première étape est de croire les femmes victimes de violences conjugales et de ne pas minimiser ou de rendre, en fait, de silencer leurs expériences et inquiétudes. Peut-être j'ajouterais à ça une petite chose aussi. Et des fois, c'est peut-être d'aller un peu plus loin au-delà de ce que des histoires qui nous sont racontées. Puis je pense que les outils de dépistage peuvent servir à ça parce que certaines formes de violence, par exemple, comme les formes de violence économique, qui peuvent rester très discrètes dans un dossier si on n'a pas les bons outils pour les déceler. Voilà, donc Katia, je vais te laisser la parole pour la période de questions s'il y a des questions. Merci. Oui, merci beaucoup. Merci beaucoup pour cette très intéressante participation et aussi très complète avec plein de détails. Donc, effectivement, je vais laisser une petite. On a un petit moment pour questions-réponses. Donc, n'hésitez pas à poser directement vos questions. Donc, c'est ça. Si vous pouvez aussi envoyer des questions dans le chat questions-réponses. S'il n'y a pas de questions aujourd'hui, il est déjà 12h30, donc c'est pas, n'hésitez pas à nous écrire ou nous contacter pour poser des questions. Aussi, ce webinaire sera disponible là, si vous souhaitez le partager sur le site du projet. Et donc, il sera possible de le réécouter ou de le faire suivre à d'autres personnes. Effectivement. Effectivement, c'était une des questions qui avait été posée dans le chat, justement, de savoir si le PowerPoint sera disponible. Et oui. Est-ce qu'il y aurait des personnes qui auraient d'autres questions, des questions par rapport au contenu? Moi, personnellement, j'en ai une. Alors, peut-être je peux en profiter en attendant si certaines personnes réfléchissent à des questions. C'est ça, pour l'instant, il n'y a pas de formation et de dépistage obligatoire, mais je serais curieuse de savoir est-ce qu'il y a des pistes à ce sujet-là? Est-ce que vous avez connaissance si c'est quelque chose qui est examiné, qui est étudié, à savoir si cette formation de dépistage pourrait devenir quelque chose de plus habituel ou je ne sais pas si on peut dire obligatoire, mais du moins quelque chose qui serait plus formel à l'avenir. Est-ce qu'on a quelque chose là-dessus? Parce que c'est effectivement un point qu'on a nommé qui est important. Voilà. Est-ce que Dominique, tu as une réponse? Mais ben, je ne sais pas si c'était clair dans la présentation, mais c'est ça. Ça, c'est vraiment plus le fait qu'il n'y a pas rien d'obligatoire. Encore une fois, c'est plus pour les avocats, avocates ou les notaires.
Mais on a vu que les juges, là, il y avait de plus en plus, ben, là, ça a été justement la semaine passée avec le nouveau projet de loi C-233 pour les juges fédéraux, mais aussi au Québec avec la création du tribunal spécialisé. Donc, l'ajout de la formation obligatoire pour les juges, mais c'est sûr que pour les autres intervenants, ce serait important. Actuellement, au Québec, il y a une réforme là, du droit de la famille. Donc, c'est une très grosse réforme. Évidemment, on souhaite que ce soit inclus là, dans cette réforme-là du droit de la famille, cette obligation-là pour, par exemple, les avocates en droit de la famille, de considérer la violence conjugale dans un dossier comme ça se fait, comme c'est présent maintenant aussi dans la loi sur le divorce au niveau fédéral. Je ne sais pas si, Dominique, tu veux ajouter d'autres choses? Je peux dire aussi qu'il y a quand même beaucoup d'organismes qui militent pour que cette formation soit obligatoire. Il y a Juripop, par exemple, qui a offert une formation spécialisée pour aider à la formation des juristes. Il y a différentes choses qui sont en discussion. Mais moi, je pense qu'au-delà de l'angle de la formation, il y a l'angle déontologique parce que les gens vont faire des choses quand ils sont obligés de les faire. Donc, peut-être d'envisager plus cette perspective déontologique et d'inclure dans cette déontologie-là peut-être des questions plus directes sur l'accompagnement de victimes. Donc, voilà. Parfait, merci. Alors, il y a d'autres questions dans le chat, donc je vais vous les donner. Donc là, c'est en anglais. Est-ce que je vous lis la question en anglais? Is there a way for training to be cross-industries like family violence from the healthcare or social work perspective, legal perspective, education services perspective? Alors, Est-ce que la question, l'autre, c'est la même question? Is there collaboration? là, après, il y a une autre question. Ouais. Après, il y a une autre question. Et il y en a plusieurs, donc je commence avec, on a comme 4 questions, je commence avec la première question Sur d'Elisabeth la Kim. collaboration interprofessionnelle, je pense que c'est l'objectif, entre autres, du projet de recherche qui vous a été présenté là, à la fin, à la fin de ce webinaire. Je pense qu'il y a certains organismes et certaines provinces qui ont déjà commencé à envisager le tout de façon plus interprofessionnelle parce que les limites et obligations de chaque groupe professionnel sont différents. Mais oui, c'est sûr que la meilleure collaboration puis trouver un langage commun, c'est la meilleure façon d'assurer peut-être une collaboration plus efficace. D'accord, parfait. Alors, il y a une autre question, donc. Is there collaboration between these different service providers, and do you think family violence should be a legal disclosure like suicide? Donc, toujours d'Elisabeth Kim. Oui, c'est une question intéressante. Il y a déjà l'enjeu si une personne est en situation de danger puis qu'il y a un danger imminent pour sa sécurité, le code de déontologie des avocats prévoit déjà quand même la nécessité d'intervenir. Je pense que les codes de déontologie des autres professions prévoient déjà ça. Maintenant, est-ce que ça devrait être mentionné d'emblée? Je pense, je n'ai pas de réponse claire à cette question-là, mais je pense qu'effectivement, par contre, une personne qui n'a pas d'expérience ou pas de formation en matière de violence conjugale pourrait se retirer d'un dossier et le recommander à une personne qui a cette formation-là. Parfait, merci. Donc, il y a une autre question d'un autre participant. Is the purpose or goal of obligating lawyers or subjecting them to training to obtain new information or to impose specific ways or methods to deal with family violence cases? En fait, on n'a pas mentionné qu'on souhaitait imposer une façon particulière de travailler, puis ça, j'espère que ça a été bien compris. Mais c'est comme on part d'un domaine où il n'y a pas d'obligation déontologique, on a suggéré des façons d'améliorer le rapport déontologique avec les personnes qui sont victimes de violences conjugale, mais l'objectif n'est pas d'imposer une méthode en particulier. Certaines recommandations, par exemple, qui font l'objet d'études comme le dépistage sont importantes.
Ceci dit, c'est comme, par exemple, la plupart des barreaux canadiens obligent une formation continue annuelle. Je pense qu'il y a des choses qui pourraient être faites à travers ces formations continues annuelles ou au Québec, c'est aux 2 ans. Là, on a un 30 heures de formation à faire aux 2 ans pour les membres du barreau. Similaire pour la Chambre des notaires, là, je ne me rappelle pas du nombre d'heures. Mais donc, il y a des choses qui pourraient être, par exemple, faites en continu et toujours en accord avec les nouvelles études, par exemple, ou la jurisprudence récente. Mais non, l'objectif n'est pas d'avoir une seule façon de fonctionner, mais au moins d'ouvrir à plusieurs façons de fonctionner, puis avoir un rapport plus déontologique dans les interventions. Parfait. Merci beaucoup. Alors, je ne vois pas d'autres questions. Peut-être que si... OK, je vois un grand merci. Thank you very much. Et puis, je ne vois pas d'autres questions à date. Je tiens quand même à dire que je vais vous mettre un lien dans le chat pour l'évaluation en fait du webinaire. Donc, si vous pouviez prendre quelques minutes pour en fait évaluer ce webinaire. Et je dis un grand merci à tous les participants et puis aux panélistes qui nous ont donné accès à ce webinaire vraiment intéressant. Donc, je vais là directement coller, voilà, là, je vous envoie ça dans le chat directement. Voilà, donc là, j'espère que tout est bon, tout le monde a accès à ce lien, sinon faites-le moi savoir. Et puis, bah, écoutez, un grand merci. Donc, si je vous souhaite je ne sais pas si Dominique, tu veux dire quelques mots pour finir? Merci. Merci beaucoup. Il y a encore un dernier message. Donc, c'est thank you so much for this information seminar. Il y a une théâtre, quelque chose qui s'appelle Prisma Facie, créé par un avocat national théâtre que je vous recommande. Merci encore. Merci. Merci beaucoup. Bonne journée.